Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo réponse à vos questions suite au match d'hier. Le match nul entre le Barça et l'Atalanta, la Ligue des Champions. C'est pas terminé, mais en tout cas, la première phase, la phase de groupe, la phase de classement général est terminée et le Barça finit deuxième. Est-ce qu'on est content? Oui. Est-ce qu'on est déçu que le Barça ne finisse pas premier? Aussi, un peu. J'ai retenu 7-8 questions de votre part aujourd'hui. Ça s'est passé sur Instagram comme d'habitude, donc merci à tous les participants. Et on va commencer tout de suite avec: penses-tu pas qu'il devrait y avoir une connexion Baldé-Yamal comme Alba et Messi? Alors le problème, c'est qu'ils sont un peu à l'opposé, vraiment. C'est-à-dire que Alba était à gauche, Messi n'était pas à droite. En tout cas, même si sur le papier Messi était à droite, il finissait souvent les actions dans l'axe, vous le savez, la fameuse passe en retrait de Alba pour Messi. Là, c'est quand même un contexte différent puisque tu as Lamine Yamal qui est presque collé à la ligne à droite qui rentre dans l'axe balle au pied, et tu as Baldé qui est arrière gauche et qui, pour moi en tout cas, n'a pas la technique nécessaire, celle qu'avait Alba, pour trouver Lamine Yamal aussi loin. Parce que vous savez que Baldé est limité en centre et en passe en retrait. C'est le point sur lequel il doit travailler. Donc, je pense que c'est deux joueurs qui pourraient s'entendre. Je pense que c'est deux joueurs qui, de toute façon, s'entendent très bien hors terrain. Vous le savez, on les voit souvent ensemble. Mais de par leur poste et leur profil, en tout cas pour l'instant, je les vois pas trop s'associer. Et ça me paraît logique. Après, attention, Baldé peut encore progresser et Lamine Yamal va sûrement évoluer. Je pense pas qu'il va rester collé à la ligne droite toute sa carrière. Il y a un moment où il va prendre peut-être plus de responsabilités à la finition. Peut-être que ça deviendra un finisseur à un moment donné. Je pense que d'ailleurs il va pas tarder à tirer les pénaltys. Lamine Yamal, je pronostiquerai sur l'année 2026 avec un certain numéro 10 dans le dos. Penses-tu que c'est la fin pour Lewandowski cette année? Je pense que oui. En fait, je vois pas comment, même si lui fait des interviews, il dit que l'âge c'est qu'un chiffre et tout. Bon, c'est vrai que c'est plus aussi révélateur qu'avant l'âge, et que maintenant avec l'entraînement, l'hygiène, tu peux tenir plus longtemps. Mais je suis désolé, on a connu Lewandowski à 26 ans, à 27 ans, à 28 ans. La différence avec le Lewandowski qu'on voit là, elle est terrible. Et même le niveau qu'il avait lors de sa première saison et le Lewandowski de maintenant, il y a trop d'écart. Donc imagine-toi l'année prochaine. Ok, allez, mais ensuite quoi? Jusqu'à quand? Il peut plus progresser. En fait, il fait que régresser et son niveau actuel n'est déjà pas suffisant dans le jeu. En termes de statistiques, c'est très bien. Donc j'imagine pas Lewandowski continuer, aller jusqu'à l'année prochaine. Et quoi? Il va aller à la Coupe du Monde aussi là-bas avec la Pologne? Je sais pas. Araujo ne comprend pas encore le système d'hors-jeu d'Hansi Flick. Ça, c'est vu hier. Oui, complètement. J'en avais parlé un petit peu. C'est des choses qui prennent du temps. Maintenant, pour Araujo, c'est un cas particulier. Je ne veux pas dire spécial, mais presque. Parce que Araujo, même s'il comprend le jeu de Flick, ensuite l'appliquer, c'est autre chose. Ça veut dire qu'en match, sur le terrain, ça va vite. Moi, quand on faisait du foot, notre entraîneur, il nous disait quelque chose, on disait oui, oui. Et ensuite, on n'arrivait pas à l'appliquer sur le terrain. C'est difficile. Donc, Araujo, c'est pas que je doute de son intelligence, son QI football, mais c'est pas sa qualité première. Donc, pour mettre en place ce que veut Hansi Flick avec cette fameuse ligne haute, le piège du hors-jeu et tout, il faut des mois, des années, et des fois il y a des joueurs qui n'y arriveront pas ou des joueurs qui ne sont pas adaptés. C'est pas pour rien qu'on parle souvent de profil dans le foot, c'est parce que il y a des profils adaptés à un style de jeu et d'autres non. Est-ce qu'Araujo, son profil bagarreur, combattant, qui va au duel et tout, est adapté à un football cérébral? Je sais pas, j'ai le doute. Après, il peut y arriver, on va suivre ça, mais c'est difficile. Nous sommes en huitième, peu importe l'adversaire on prend, tu penses pas? Alors d'ailleurs, pour ces histoires d'adversaires, je vais vous les mettre ici, les potentiels adversaires du Barça. Donc il y a du PSG, il y a du Monaco, il y a du Benfica. C'est le seul petit défaut que je mettrai avec ce nouveau format de Ligue des Champions, c'est que tu te qualifies en huitième et tu peux affronter des équipes que tu as déjà affrontées. Bon, c'est pas grave, mais ça n'arrivait pas avec l'ancien format, puisqu'en fait, vous vous rappelez, si tu finissais premier, tu pouvais pas jouer avec le deuxième de ton même groupe. Là, c'est différent, tu peux jouer contre des équipes de ton pays, tu peux... Bon, c'est comme ça, c'est obligé de toute façon parce qu'il y a trop d'équipes qui se rencontrent, mais c'est un peu répétitif, quoi. Tu rejoues Monaco par exemple en huitième, ou Benfica que tu viens de jouer il y a une semaine, tu peux déjà les jouer dans un mois en aller-retour. Ça ferait quand même 3 matchs en tout contre Benfica. Bon, peu importe l'adversaire, j'ai envie de te dire oui, mais avec des préférences quand même. Ça veut dire que on a vu le Monaco là-bas, c'était compliqué. Moi, j'y étais comme par hasard. La seule défaite, je le répète, mais parce que chaque match de Ligue des Champions, quand le Barça gagne ou fait match nul, je me dis que je suis allé au seul match sur les 8 où le Barça a perdu, quoi. J'ai pas de chance. Donc peu importe l'adversaire, j'ai envie de te dire oui, parce que tu prends des équipes qui ont eu du mal dans la phase de groupe, qui passent par les barrages. Donc sur le papier, tu es supérieur, tu reçois au retour et tout. Mais le problème, c'est que tu as Paris dans le lot et que la forme des équipes en septembre, octobre ou en février n'est pas la même du tout. Ça veut dire qu'une équipe qui finit barragiste, pas parce qu'elle est nulle. La preuve, tu as du City, tu as du Real, tu as du Bayern. Il y a trop de bonnes équipes dans ces barrages. Je crois que c'est Stan qui disait que, Outsider qui disait, ça va foutre
foutre le bordel dans les match-up et tout, et c'est la réalité. Parce que c'est des équipes que t'as pas envie d'avoir en huitième de finale, et encore moins quand t'as fini deuxième. C'est-à-dire que tu fais un bon parcours, tu fais une bonne saison en Ligue des Champions pour l'instant, tu finis deuxième, tu évites Liverpool jusqu'à la finale pour te prendre un pari directement en huitième de finale. L'équipe qui t'a éliminé l'année dernière, voilà, si on peut éviter, c'est mieux. Maintenant, peur de personne. Quand est-ce qu'on aura un vrai public, une vraie ambiance au stade? On s'endort parfois. Alors c'est vrai que déjà de base, hein, moi qui suis allé 15 fois là-bas au Camp Nou, l'ambiance c'est pas la folie. Il y a un peu de chant et tout, mais c'est pas l'Angleterre. Ouais, c'est là où je veux en arriver, c'est que c'est ni l'Angleterre ni l'Allemagne en termes de chant et d'ambiance. Maintenant, je pense que ce stade-là, il y est pour beaucoup aussi, quoi. C'est vraiment un stade de transition et j'ai hâte que ça se termine. J'ai hâte que le Barça retourne au Camp Nou. Ça sera jamais l'ambiance de Liverpool de toute façon. C'est vrai qu'un Camp Nou plein avec 100 000 personnes en mode chauffé, ça sera 2 ou 3 fois plus bruyant que le stade de Montjuïc. S'il n'y a rien en jeu, j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de gagner. Mais là, il y avait quelque chose en jeu. Le problème, je pense, c'est que les joueurs, peut-être, pensaient que Liverpool allait gagner. Ça veut dire qu'ils se disaient, même si on gagne, on va pas finir premier. Parce que Liverpool, ils ont gagné tous leurs matchs en Ligue des Champions. C'était quand même improbable qu'ils perdent. Même pas match nul, qu'ils perdent. Je pense que personne ne s'y attendait. Donc le Barça a pas fait les efforts nécessaires pour aller chercher la victoire. Je vois un peu les choses comme ça. C'est incroyable. Auparavant, 2-3 ans, on cherchait la qualification. Maintenant, c'est la première place. C'est vrai que l'exigence a changé. Moi, hier, à la fin du match, j'étais un peu déçu parce que le Barça ne finit pas premier. Il y a 2-3 ans, sous Xavi, là, quand on est allé en Europa League, et qu'en plus je suis allé voir le match là, à Manchester, Barça-Manchester et tout. Quand le Barça était en Europa League, j'aurais tout donné pour passer en huitième de finale et en plus directement, sans barrage. Donc il faut aussi être reconnaissant du parcours actuel du Barça. Mais en fait, l'exigence au Barça, ça fait partie du club. Ça veut dire que c'est normal que notre exigence augmente avec le niveau de l'équipe. Si on voyait que l'équipe était nulle, on aurait dit c'est très bien, on est qualifié, merci, au revoir. Là, on voit que l'équipe a du potentiel, on voit que les 3 points étaient à la portée du Barça parce que tu es à domicile, parce que tu joues contre l'Atalanta, parce que tu mènes au score. Donc je te dis, la première place est pas loin, allons la chercher tant qu'à faire. Alors que c'est vrai, hein, il y a 2-3 ans, moi tu me disais, même on finit deuxième à égalité goal average, on va en huitième au lieu d'aller en Europa League, je prends, parce que je voulais pas jouer les jeudis. On ne peut pas concéder autant d'occasions en phase éliminatoire, sinon on est mort. Alors oui et non, parce que c'est un peu la force de ce Barça d'être porté vers l'avant. Ça veut dire que si jamais en huitième de finale, tu bats l'équipe 3-2 et 3-2 ou 4-2 et 4-2, bon, ben, tu te qualifies. C'est un peu le principe de Cruyff, marquer un but de plus que l'adversaire. Peu importe combien t'en prends. Moi, j'ai pas envie que le Barça prenne des 2 buts et des 3 buts par-ci par-là parce qu'un jour ou l'autre, il y a un manque d'efficacité qui va arriver. Il y a un gardien en face qui va être trop fort. Tu vas prendre 2-3 buts, tu vas perdre. Donc, je vois ce que tu veux dire. C'est important d'avoir une meilleure défense. Mais pour l'instant, le Barça compense avec l'attaque en mettant beaucoup de buts cette saison. On a besoin d'un vrai latéral droit, on en a assez de Koundé. Alors écoute, Koundé, je vais pas lui manquer de reconnaissance parce qu'il fait une grosse saison. C'est vrai, pour ceux qui ont connu Dani Alves et tout, c'est pas le profil adapté au Barça à 100%. Ça reste un peu du dépannage. Et le problème, c'est que là, tu as l'impression que c'est du dépannage long terme. Tu as l'impression qu'il va rester à droite jusqu'en 2030. Est-ce que c'est mal? Non, puisqu'il fait beaucoup d'efforts, il progresse, même dans la passe. Récemment, la passe décisive, on se rappelle, pour Rafinha. Il est bon dans les gros matchs. Donc, moi, j'ai pas beaucoup à lui reprocher à Koundé, mais pour une question de profil, je suis d'accord avec toi, un vrai arrière droit de métier, peut-être que ça pourrait faire du bien au Barça. C'est tout pour la vidéo, en tout cas, c'était un plaisir de la faire. Merci à tous ceux qui ont posé une question. Désolé, ceux à qui j'ai pas pu répondre. On se retrouve demain pour la suite avec déjà l'avant-match. Merci à tous, ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.